plaisir d'accueillir aujourd'hui M. l'ambassadeur de France Bernard Dorin. Nous nous souvenons que le 14 juin dernier, notre ambassadeur nous avait parlé de l'Afrique subsaharienne, des problèmes, des points positifs et des points négatifs. Aujourd'hui, M. l'ambassadeur de France, vous allez nous parler plus précisément de l'Afrique du Sud. Donc voilà, nous écoutons. Monsieur le secrétaire général, chers amis de l'ARI, je vais effectivement vous parler aujourd'hui de l'Afrique du Sud, un pays que je connais assez bien pour y avoir passé 3 ans et demi, assez difficile parce que c'était la pleine période de l'apartheid. Et c'est une institution dont nous allons parler, si vous voulez bien, essentiellement parce qu'elle a disparu, mais il y a encore des traces de l'apartheid dans ce pays et dans le monde entier. En fait, la coexistence des groupes ethniques est quelque chose de difficile et qui, disons, peut-être met quelque ombre sur l'avenir de l'humanité. Que l'Afrique du Sud est en quelque sorte, à mon avis, une sorte d'expérience des possibilités et des impossibilités de cette cohabitation ethnique entre les races. Alors, je vais d'abord vous annoncer le plan que je compte suivre. Il est assez simple. Je vais faire d'abord un panorama de l'Afrique du Sud, panorama géographique, d'abord en montrant quels sont les habitants, quels sont les lieux, le pays lui-même. Après ce panorama, nous envisagerons l'Afrique du Sud telle qu'elle est en réalité, c'est-à-dire son histoire, après sa géographie, son histoire, jusqu'au fond, la période de l'apartheid qui commence avec Malan en 1948. Puis un chapitre spécial pour l'apartheid, ce qu'il était, ce qu'il représentait. Et le dernier paragraphe sera pour l'Afrique nouvelle, l'Afrique du Sud nouvelle, c'est-à-dire celle qui a suivi la chute de l'apartheid en 1991. Ce 1991, on a vu cette chose stupéfiante d'une Afrique du Sud qui acceptait le Parti communiste et l'URSS qui l'interdisait. C'était quelque chose d'un grand basculement de l'histoire. Alors d'abord le panorama général de cette Afrique du Sud. C'est un pays assez merveilleux sur le plan de la vision. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous êtes saisi par la beauté, l'extrême beauté de ce pays. Il y a tout. Il y a des plages immenses de sable blanc. Il y a le Namaqualand, qui est cette région-là, sur l'Atlantique, qui est assez désertique, mais qui fleurit au printemps de 1000 fleurs sur le désert. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Des montagnes considérables, Drakensberg, montagne du dragon, qui vont de la région du Cap jusqu'au fond du Transvaal, qui est ici. Vous avez également le plateau, le grand plateau Bourg, qui était la région du Cap, de l'intérieur de la région du Cap, et le Transvaal, et un grand fleuve qui est le fleuve Orange, Rainier Rivier en Afrikaans, qui s'en va se jeter ici à la frontière de la Namibie dans l'océan Atlantique. Et ici le Limpopo au nord, qui correspond à la frontière avec le Zimbabwe. Vous voyez donc ce pays superbe. On va d'abord voir ce qu'il représente sur le plan humain. Il y a aujourd'hui à peu près 50 millions de personnes en Afrique du Sud
50 millions qui sont répartis de la façon dont je vais vous parler, mais avant tout, vous dire aussi que c'est un grand pays pour sa superficie. Il a 1 200 000 km², c'est-à-dire à peu près 2 fois la France. Il est quand même assez considérable. Et sa population, 50 millions d'habitants, sur ces 50 millions, vous avez 40 millions de Noirs, 4,5 millions de Blancs, un petit peu moins en ce moment à cause d'une émigration hors d'Afrique du Sud, mais environ 4,5 millions, 4 millions de Cape Colored, c'est-à-dire métis du Cap, et 1,5 million d'Asiatiques, Chinois et Indiens. Donc, vous voyez une population particulièrement composite, car à l'intérieur de chaque groupe, il y a des ethnies assez différentes. Par exemple, chez les Noirs, les 50 millions de Noirs, vous avez les Nguni, les races Nguni, c'est-à-dire qui peuplent la région Swazi, la région Zoulou et la région Xhosa, et les peuples Tswana Soto qui occupent le Botswana, qui est hors d'Afrique du Sud, le Bophuthatswana, qui était ici un homeland, ou si vous voulez, un Bantoustan, et qui sont des Tswana et des Swazi. Donc c'est 2 groupes ethniques principaux ici, mais on va les voir tout à l'heure plus en détail. Chez les Blancs, vous avez sur les 4,5 millions de Blancs, vous avez essentiellement des descendants de Hollandais, de Flamands, surtout de Hollandais, mais aussi des descendants de Français huguenots, dont les Hollandais ne savaient pas quoi faire quand ils se sont réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes aux Pays-Bas et qu'on a envoyés en Afrique du Sud et qui ont fait des quantités d'enfants au point qu'aujourd'hui, c'est par centaines de milliers que les Huguenots d'Afrique du Sud se comptent. Ils ont appris l'afrikaans, s'ils ne parlent plus le français depuis longtemps. Mais ils ont appris l'afrikaans et ils ont gardé des noms français et ils sont en particulier dans la région de Franschhoek où on les avait collés au-dessus des montagnes, au bas des montagnes, et ça s'appelle Franschhoek, c'est-à-dire le coin des Français. Et il y a encore donc cette expansion démographique des Français arrivés en Afrique du Sud est étonnante, car si vous visitez Franschhoek, vous verrez la famille Hugo, par exemple. Je prends un exemple, la famille Hugo. Ils se sont mariés sur le bateau qui les menait en Afrique du Sud. Madame Hugo a eu 17 enfants. Chacun d'eux a eu entre 8 et 12 enfants. Vous voyez que c'est quelque chose d'explosif. Comme si un pays vide appelait, et il était à peu près vide, sauf la présence de Hottentot et de Bushmen, comment ils peuvent se développer considérablement. De même, les Hollandais, au départ, étaient relativement peu, quand Van Ruynbeck a fondé la ville du Cap, on va le voir dans un instant. Alors, les Noirs et les Blancs, ceci, d'où viennent les Cape Colored? Eh bien, les Cape Colored sont un mélange curieux de Hollandais et de Hottentots. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce pays qui a connu le rejet racial, en quelque sorte, le plus rigide du monde entier lors de l'apartheid, s'était mélangé très facilement avec la race qui était établie là, qui étaient les Hottentots. Les Français au XIXe siècle n'ont connu les Hottentots que par la Vénus hottentote, qui avait un fessier particulièrement développé, n'est-ce pas, et qu'on montrait en foire, ce qui est scandaleux et épouvantable. Mais enfin, c'est comme ça.
Et ces Cape Colored viennent également des prisonniers que les Hollandais avaient fait après la révolte de Sumatra, du nord de Sumatra, et qu'ils avaient envoyés en quelque sorte en Afrique du Sud en déportation et qui s'étaient mélangés avec les autres. Donc 4 millions, c'est quelque chose d'important. Quant aux Asiatiques, les derniers Asiatiques, 1,5 million, ils sont essentiellement au Natal, c'est-à-dire ici, autour de Durban et de Richards Bay. Ils sont au Natal et ils sont surtout indiens. Ils ont été amenés de l'Inde par les Anglais pour procéder à la coupe de la canne à sucre, bien entendu. Quant aux Chinois, ils sont un peu comme partout dans les commerces et répandus sur l'ensemble de l'Afrique du Sud, mais aussi surtout au Natal. Voilà un aperçu, si vous voulez, général du pays pour comprendre quelque chose à ce pays. Alors maintenant, brièvement, on va passer au deuxième point, l'histoire. L'histoire de l'Afrique du Sud jusqu'à l'apartheid. Eh bien, il fallait s'y attendre, c'est une histoire extrêmement mouvementée et faite de guerres et de conflits sanglants. Pourquoi? Eh bien, c'est que comment s'est formé le pays? Il s'est formé par deux migrations, une migration noire et une migration blanche. Alors, la migration noire, si j'avais eu le temps de vous faire la carte de l'Afrique, mais je la ferai peut-être lors des questions, aussi cela demande une explication. La migration noire, elle vient de la grande dispersion des peuples bantous. Le cœur du Bantoustan, du peuple bantou, c'est la région à l'origine des Grands Lacs, 5e ou 6e siècle au 14e siècle. Au XIVe siècle, une partie des Bantous s'est dirigée vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Afrique de l'Ouest, ou du Mali à la Côte d'Ivoire, ce sont une ethnie bantou, sous différents noms. Mais une autre branche des Bantous de cette Afrique des Grands Lacs s'est dirigée vers le sud. Et elles, ce sont celles qui ont donné les peuples Nguni. Ils sont descendus en longeant l'océan Indien. Et c'étaient des agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture par brûlis. Donc ils avançaient, mais ils avançaient très lentement, génération après génération. Ils sont partis au XIVe siècle de la région des Grands Lacs pour arriver entre le 16e, fin du XVIe et le début du XVIIe siècle dans la région de l'Afrique du Sud où ils ne pouvaient plus aller plus loin. Et c'est intéressant parce que ces Nguni forment aujourd'hui 3 peuples distincts qui ont leurs caractéristiques. Leurs langues sont proches, mais ce sont des peuples qui quand même se distinguent les uns des autres. Les premiers à s'arrêter ont été les Zoulous. Les Zoulous dont je vous parlerai tout à l'heure. Pardon, les tout premiers ont été les Swazis, autour du Swaziland. Là, c'est ce creux, et le Swaziland, pays indépendant, comme le Lesotho ici, pays indépendant. 2 enclaves, en quelque sorte, sur l'Afrique du Sud. Ce sont disons, les Swazis qui débordent le Swaziland ici et qui s'étendent jusqu'ici, les Swazis qui se sont arrêtés les premiers. Ensuite, les Zoulous ont descendu plus loin et sont arrêtés à peu près ici. Et ceux qui sont allés le plus loin sont les Xhosa, qui sont allés jusqu'à la Fisk River, la rivière des poissons, Fish River, où ils ont rencontré les premiers occupants blancs de la région, d'où les premières guerres, des guerres cafres, ce qu'on appelle kafir, les guerres cafres. Alors, que dire quant au Tswana Sotho, le deuxième groupe, lui, était composé
non pas disons, de cultivateurs, mais de bergers. Ils faisaient perdre devant eux des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres. Et eux, ils sont partis beaucoup plus tard, ils sont partis au XVIe siècle, et ils sont arrivés à peu près en même temps, mais eux, au lieu de prendre la voie de la mer, de l'océan Indien, ils ont pris la voie centrale d'Afrique en traversant le désert du Kalahari, qui probablement était plus humide qu'aujourd'hui. Sans ça, ils ne seraient pas arrivés jusqu'en Afrique du Sud. Et les deux branches, donc les Tswana-Soto et les peuples Nguni, y compris les Xhosa. Alors, Xhosa, je vous prononce Xhosa parce que c'est plus facile, mais en fait, c'est le Klingsong. Si vous avez entendu la chanteuse sud-africaine qui s'appelle, voyons, rappelez-moi son nom, elle est Makeba. Myriam. Absolument. Et elle chante avec le Klingsong. Alors j'ai appris des Zoulous, j'ai essayé d'apprendre le Zoulou, c'était pas très facile, et j'ai appris à faire le Klingsong. Je vais vous le redire pour vous amuser. Pour Xhosa, ça s'écrit K-H-O-S-A. Xhosa. C'est Xhosa. Xhosa. C'est-à-dire ça se prononce de la gorge. C'est impossible de prononcer aujourd'hui. D'habitude, j'arrive à le prononcer. Là, c'est difficile. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez donc ces deux populations qui vont vers le sud et qui arrivent à s'implanter en Afrique du Sud, donc les Swazi, les Zoulous et les Xhosa. Et ici, les Tswana-Soto. Quant aux Blancs, eux, ils arrivent par la mer, bien sûr. Ils arrivent dans la région du Cap. Et ce Cap de Bonne-Espérance, c'est une zone magnifique. Il y a, en dehors de la ville du Cap, à quelques 50 km au sud, il y a une pointe, la pointe, le vrai Cap, qui n'est pas à Cape Town, ici, mais qui est ici. Et sans ce vrai Cap, il y a une plage absolument merveilleuse, qu'on appelle Dias Strand en afrikaans, c'est-à-dire la plage de Dias. C'est Bartholomé au Dias, qui en allant vers l'Orient, en faisant son grand tour vers l'Orient extrême, s'est, paraît-il, arrêté, a vu cette plage immense, a demandé un canot, s'est arrêté sur cette plage, et c'est pour ça qu'on l'appelle la plage de Dias. Et cette plage a cette particularité, nous y allions avec ma femme et mes enfants très souvent, parce qu'elle était vraiment splendide, avait cette particularité de faire envoler, quand on y arrivait, des milliers d'oiseaux qui étaient sur la plage. Des milliers d'oiseaux, surtout des fous de bassans, et cet envol fantastique d'oiseaux avait quelque chose de miraculeux. On l'appelait, nous, entre nous, la plage du bout du monde, parce que c'était vraiment le bout du monde connu. Ensuite, il n'y avait plus que l'océan Antarctique et le continent antarctique. La plage de Dias, qui malheureusement était infestée de babouins. Et pour la descente, c'était quelquefois un peu scabreux. Mais vous voyez donc cette diversité. Alors, c'est la constitution même de l'Afrique du Sud qui est déjà en germe. La descente des deux grandes ethnies africaines, noires, et l'arrivée des Blancs. En 1652, Van Ruyenbeck fonde la ville du Cap et les Européens, Hollandais surtout, mais il y avait aussi, comme je vous le disais, les Français huguenots et aussi des éléments germaniques venus surtout de Souabe. Il y a une population venue de Souabe qui est entrée, qui s'est installée
en Afrique. Et la première région occupée par les Blancs, ce fut cette région-là, qui est aujourd'hui la région des villes d'art de la province du Cap. Stellenbosch parle et le Cap Cape Town, ou Kaapstad lui-même. Voilà cette région. Et cette Afrique du Sud a donc été annexée, occupée par les Hollandais, par le royaume de Hollande, jusqu'au tout début du XIXe siècle. Et au début du XIXe siècle, en 1814, il y a le traité de Paris, après la chute de Napoléon Bonaparte. Et lors du traité de Paris, les Anglais, fins stratèges comme toujours, conçoivent qu'il est très important pour eux d'avoir sous leur domination la région du Cap comme point stratégique extraordinaire, puisqu'à ce moment-là, le canal de Suez est loin d'être construit et que pour aller en Extrême-Orient, on passe évidemment par la pointe de l'Afrique et par ici. Donc, cette zone du Cap, tout de suite, est colonisée très vite et on y cultive des légumes et des fruits pour permettre aux navires de se ravitailler en matière anti-scorbut, ce qui était la grande crainte des navigateurs de l'époque, en fruits, en légumes. Donc, peu à peu, la colonie hollandaise se développe jusqu'au Hottentots-Holland, qu'on appelle, ce sont des montagnes bleues très belles qui bordent, et Franschhoek est ici, au pied de ces montagnes bleues. En 1824, malheureusement pour les Afrikaners qui avaient des esclaves, ils avaient réduit une partie de la population en esclavage, sont devant la suppression, la décision britannique de supprimer l'esclavage. Et ils ne veulent pas, dans ces conditions, rester sous la domination britannique qui, depuis donc 1814, occupe juridiquement, après le traité de Paris, la région. Et ils vont faire ce qu'on appelle le Grand Trek. Le Grand Trek qui ressemble beaucoup par sa constitution à la ruée vers l'ouest des Américains. C'est-à-dire ils partent en chariot, en mettant tous dans leur chariot, mais leurs chariots ne sont pas traînés par des chevaux comme aux États-Unis, ils sont traînés par des bœufs, où ils accumulent des provisions, des instruments de travail, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, qui bourrent dans ces chariots, et ils partent. Alors, les uns partent vers le nord, et ils traversent ici le fleuve Orange, ils arrivent dans ce qui est aujourd'hui la Namibie, et là, ils trouvent un terrain de plus en plus désertique, et ils s'arrêtent au fleuve Orange, parce qu'au nord du fleuve Orange, c'est le désert intégral, il n'y pousse rien, et c'est donc le sud de la Namibie actuelle qui est resté désertique, comme on a pu le constater nous-mêmes. La deuxième partie des bourgs, des émigrants bourgs, va suivre l'océan Indien par ici et arriver ici à la rivière des Poissons, la fameuse Fisk River, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ils vont trouver les premières avant-gardes Xhosa, les guerriers Xhosa. Et ce seront les guerres Cafres. Mais les plus audacieux vont passer par le milieu. Ils vont traverser tout ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Et là, ils vont tourner, ils vont traverser le Drakensberg. On se demande comment ils ont fait, d'ailleurs, avec des chariots, traverser ces grandes chaînes montagneuses, qui est semblable aux Pyrénées, sinon aux Alpes. Ils la traversent, ils se heurtent aux Zoulous, mais ils vont vaincre les Zoulous
et ils vont fonder ici la première république bourg du Natal. Bourg, B-O-E-R-S, qui veut dire paysan en afrikaans. Bourg, des paysans. Et puis d'autres, encore plus audacieux, vont continuer toujours vers le nord et vont arriver jusqu'au Limpopo, jusqu'au fleuve Limpopo. Alors, qu'est-ce que vous voyez en fait? C'est que le trek plus exactement, des Blancs va couper la migration des Noirs. D'où l'extrême complication, l'extrême imbrication des populations, et qui formera ensuite les Bantoustans, on va en parler. Et si on ne comprend pas cette double migration, on ne peut pas véritablement comprendre l'Afrique du Sud et ce qui s'est passé ensuite. Alors là, je vous le disais, ce sont les batailles, les guerres Cafres, il y en a eu 3 ou même 4, des guerres avec les Cafres qui se sont bloqués là sur la rivière des Poissons, et là, ici dans les montagnes, au sortir des montagnes qui vont vers la plaine du Natal, il y a la bataille qu'on appelle Blood Battle, la bataille du sang, ou Blood River, la rivière du sang, Blutrifir, parce que les bourgs s'étaient mis en chariot, ils avaient mis leurs chariots en rond et ils avaient des armes à feu, alors que les Zoulous n'avaient que des sortes de pics, de pics avec des boucliers en peau d'hippopotame et donc ils ont écrasé l'armée Zoulou, l'Impi, comme on dit l'Impi Zoulou, de cette période, et ont pu fonder cette première république, bourg du Natal. Voilà pour la formation de premier État, même pas, ce n'est pas encore un État, de la première, du premier peuplement de l'Afrique du Sud. Mais les guerres étaient loin d'être finies, car après cela, il y a eu disons, des heurts entre Zoulous et Afrikaners, et aussi entre Britanniques qui commençaient à vouloir conquérir l'ensemble de l'Afrique du Sud et les populations bourgs, qui avaient fini par faire deux États bourgs, l'un qui s'appelait l'Orange, qui est ici, avec comme capitale Bloemfontein, la fontaine des fleurs, et l'autre, le Transvaal, qui est ici, et dont la capitale était Johannesburg, et maintenant qui a Pretoria, qui est la capitale administrative encore de l'Afrique du Sud. Alors, ces heurts se sont produits, ils expliquent ce qui s'est passé. Ils se sont produits entre Anglais qui arrivaient de tous les endroits anglophones du monde, d'Australie, du Canada intérieur, de Grande-Bretagne évidemment, Écosse et Irlande, et qui voulaient coloniser l'ensemble du pays. Mais les bourgs ne l'attendaient pas comme ceci. Et d'abord, il y a eu un conflit entre les Britanniques et le nord des Zoulous. Pourquoi ce conflit? Eh bien, les Britanniques avaient occupé tout, avaient détruit la République du Natal afrikaner,
et avait occupé donc le sud du pays zoulou. Mais le nord du pays zoulou était toujours tenu par les Zoulous, par l'empereur Shaka en particulier, et puis par ses descendants. Et les Anglais ont inventé, qui voulaient conquérir l'ensemble du Natal, ont inventé des transgressions, plutôt des opérations de Zoulous dans le territoire du Natal qu'ils occupaient pour envahir le Zululand. Mais, curieusement, ils se sont heurtés là à quelque chose d'extraordinaire. C'est une résistance zoulou qu'ils n'avaient pas prévue, car ils avaient franchi cette rivière ici, et au fond, très sûrs d'eux-mêmes, ils avaient établi sur un oppidum ici leur armée, composée de quelques 10 000 hommes à peu près, avec des tentes blanches, et sur la montagne qui était une sorte, je dirais, oui, de colline assez bien protégée. Ils se croyaient en sécurité, car on leur avait dit que l'Impi Zoulou, c'est-à-dire l'armée Zoulou, se trouvait autour d'Ulundi, qui est aujourd'hui la capitale du Zululand, qui se trouve à peu près par ici, et qu'elle mettrait, pour venir jusqu'à eux, au moins 2 jours et demi de marche forcée. Mais ils avaient oublié une chose, c'est que l'Impi Zoulou ne marche pas, elle court. Et ils sont arrivés devant l'endroit où les Anglais s'étaient mis, qui tranquillement, et qui ont été complètement surpris en pleine nuit par l'arrivée de l'Impi Zoulou. Les officiers sont partis à cheval et pour retraverser la rivière qui faisait frontière entre les 2 territoires, mais ils sont arrivés encore après des guerriers zoulous sur les passages et ils ont été massacrés. Donc cette humiliation, c'était du temps de la guerre de la reine Victoria, évidemment était insupportable pour les Anglais qui ont envoyé l'année suivante une expédition beaucoup plus importante avec des canons à tir rapide, et là l'Impi Zoulou a été effectivement balayé. Et c'est au cours, donc ceci se passait en 87, c'est au cours de cette deuxième opération britannique que le fils de Napoléon III a été tué par les Zoulous dans des conditions que je vous dirai tout à l'heure si vous me posez la question, parce qu'il existe encore plusieurs versions de la façon dont il a été tué, alors que les officiers anglais l'ont laissé sur place tout seul, car la sangle la sous-ventrière de son cheval s'était brisée et il a été percé d'une quinzaine de zaguets, dont une dans les yeux. Et nous avons fait à ce moment-là en Afrique du Sud une messe commémorative de la mort du prince impérial à l'endroit même où il a été tué. Et là, la reine Victoria, à cette époque, avait permis à l'impératrice de France, Eugénie de Montijo, de venir sur la tombe de son fils, et elle a passé, l'impératrice française qui était en exil, a passé une nuit entière en prière sur la tombe, qu'on peut voir aujourd'hui, que j'ai fait recéler, et on a fait une messe à cet endroit-là, à cet endroit où il était tombé. Enfin, ceci. Et il était habillé en officier anglais, donc les Zoulous n'ont pas pensé qu'il tuait un Français, un prince français. Enfin, ce sont les hasards de l'histoire. Ça, c'est donc la guerre anglo-zoulou, mais ce n'était pas fini. Les guerres allaient continuer,
car cette fois entre afrikaners et britanniques, car les Britanniques n'admettaient pas l'existence de ces deux États hollandais. Ils voulaient l'ensemble de l'Afrique du Sud. Quant aux Boers eux-mêmes, ils n'admettaient pas l'arrivée de ce qu'ils appelaient les Uitlanders, c'est-à-dire les étrangers qui venaient en raison de la découverte de l'or, car on venait de découvrir les plus prodigieuses mines d'or du monde au Transvaal, et des mines de diamants à Kimberley, ici, à la frontière, ici à Kimberley, ici les mines de diamants, et également à l'embouchure du fleuve Orange, des diamants, ce n'étaient pas des diamants de culture comme en Afrique centrale, mais des diamants de collection, des diamants merveilleux. La De Beers est célèbre pour l'exploitation de ces diamants. Donc, la guerre éclate. Une première guerre anglo-boer se termine par l'avantage, curieusement, des Boers. Là encore, les Anglais envoient, voyons, c'est en 1899, ils envoient des contingents très importants et ils finissent par écraser l'armée boer qui s'est défendue héroïquement mais qui a fini par être écrasée. Mais les Boers vont tenir en guérilla jusqu'en 1902, c'est-à-dire que les Anglais vont se battre encore 3 ans et demi pour arriver à la paix de Pretoria en 1902. Alors là, il faut dire que je ne suis pas du tout anglophone, j'ai servi en Angleterre 3 ans et j'y étais fort heureux, mais ce sont les Anglais qui ont inventé les camps de concentration. Ils ont parqué femmes et enfants boers dans les zones qu'ils occupaient, dans d'immenses camps où les gens mouraient très, très vite, du typhus en particulier. Et c'est quand les résistants boers qui tenaient la campagne ont vu que leur famille était décimée et qu'il était inutile d'insister, qu'ils ont eux-mêmes demandé la paix, qui s'est conclue en 1902. Et alors il m'est arrivé d'avoir la visite d'un très vieil homme qui avait été dans un de ces camps tout jeune et qui m'a raconté cette histoire horrible que j'ai retenue. Il m'a dit on n'avait plus rien à manger. Et mon frère, qui était plus grand que moi, qui avait 2 ans de plus que moi, a mis sa main sur son ventre et il a dit, tu vois, maman, je touche mon dos. Et il touchait sa colonne vertébrale en appuyant sur son ventre. C'est donc il est mort de faim. Lui a subsisté, mais se souvenait toujours de ces camps de concentration. Alors, les Anglais ont donné en 1902 aux Boers une paix généreuse. Paix généreuse. C'est le mot qu'ils ont employé, que tout le monde derrière eux a employé. Paix généreuse. En quoi était-elle généreuse? Je n'ai jamais pu le savoir, mais disons paix généreuse. Et à partir de ce moment-là, comme pour remplir un vide, les Afrikaners se sont mis à avoir beaucoup d'enfants et à être finalement beaucoup plus nombreux que les Britanniques ou que les Uitlanders qui parlaient plusieurs langues mais qui adoptaient l'anglais et non pas la langue locale. Un même phénomène qu'au Québec, les gens adoptent l'anglais plutôt que le français, les gens qui viennent de l'extérieur. Et effectivement, ils se sont trouvés dans une situation de force alors qu'ils avaient été écrasés en 1902, avant 1902. De force car ils ont fini par représenter 60% de la population blanche, les anglophones
ne participant à cette population qu'à 40%. Et en 1948, ça a été la date butoir, le grand basculement. Après un Sud-Africain d'origine boer qui était Smuts, il a laissé la place à Malan, et aux élections générales de cette date, eh bien, les Afrikaners ont pris le pouvoir en Afrique du Sud. Et je passe à ma troisième partie, donc l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ils n'ont pas tardé, en fait, à instituer l'apartheid. Et en quoi reposait l'apartheid? En fait, sur un trépied de trois grands actes, on dit en anglais. Il y avait le Job Reservation Act. Job Reservation Act. Ça voulait dire que les emplois les plus hauts, soit dans l'administration, dans les affaires, partout, devaient être réservés aux Blancs. Deuxièmement, les Restricted Areas Act, les zones où les Noirs n'avaient pas le droit de pénétrer, les zones réservées aux Blancs. Mais bien sûr, dans les grandes villes, ils faisaient les travaux dans les grandes villes, mais ils devaient être rentrés dans les Bantoustans, plutôt dans les homelands ou dans les zones protégées pour eux et fabriquées pour eux à partir de 6 heures du soir, par exemple, pour laisser aux Blancs la totale disposition des lieux. Et enfin, le troisième acte, le plus hypocrite probablement des trois, c'était l'Immorality Act. Immorality Act qui interdisait non seulement les rapports sexuels entre blancs et non-blancs, que ce soit d'ailleurs des hindous, des chinois ou des métis, blancs et non-blancs, et qui interdisait non seulement le mariage, mais les rapports sexuels. Donc, si les Blancs voulaient à l'époque de l'apartheid avoir quand même ce type de rapport, ils étaient obligés d'aller dans les petits pays gardés par les Anglais et qui sont devenus beaucoup plus tard seulement indépendants, le Lesotho et le Swaziland. Donc, c'est ceci qui a fait que un grand écrivain anglais, boer, afrikaner, Breitenbach, a été emprisonné parce qu'il avait épousé une Vietnamienne, une Française d'origine vietnamienne, et j'ai pu le voir, je vous raconterai peut-être cette anecdote, j'ai pu le voir dans sa prison de la province du Cap, de la région de Stellenbosch, où il était emprisonné pour être entré, à vrai dire, il avait pris 9 ans de prison pour être entré par surprise, enfin de façon non légale en Afrique du Sud. Et il était emprisonné et je devais lui parler uniquement en afrikaans. Car il y avait quelqu'un à côté de nous qui prenait des notes sur tout ce qu'on pouvait échanger. Et puis à un moment donné, il m'a dit, je suis en train de vous raconter cette anecdote en fait, à un moment donné il a dit, mais il écrivait un livre, on lui avait laissé quand même de quoi faire un livre, de quoi écrire. Il écrivait un livre sur Paris, qu'il aimait beaucoup. Et il m'a demandé en français sur quoi débouche la rue de Seine. Ben, j'ai dit à tout hasard sur la Seine, c'était vrai. Mais aussitôt, la conversation a été interrompue. Le traducteur, enfin plutôt l'espion de la prison s'est levé
Il a interrompu la conversation. Le président de la prison est arrivé, il m'a dit « Vous avez parlé en français, donc vous ne pouvez plus vous entretenir avec le prisonnier ». Vous voyez que ce n'était pas quelque chose de facile. Et Mandela lui-même, le chef nationaliste fondateur de l'ANC, African National Congress, lui-même était dans la prison, lui, encore plus sévère, de Robben Island, qui est une petite île qui se trouve par là, ici, très loin de la côte du Cap. Donc, voilà pour l'apartheid. Mais l'apartheid a fait que l'Afrique du Sud a été complètement évacuée des autres, pays d'Afrique, et surtout après les indépendances. L'Afrique du Sud a vécu une existence solitaire et a dû, par exemple, elle a dû acheter tout son pétrole à des prix faramineux parce qu'elle les achetait en fraude des régions des bateaux qui longeaient la côte pour doubler le cap de Bonne-Espérance, car leur tonnage ne leur permettait pas de franchir, d'aller en Méditerranée par l'Égypte et le canal de Suez. Ils étaient obligés de passer par là. Et là a pris fort les afrikaners. Le gouvernement afrikaner avait la possibilité de se procurer le pétrole. Pour le reste, ils avaient tout, car le pays est fabuleusement riche. Alors, maintenant, nous allons passer à ce pays, justement, à sa richesse et à l'Afrique, disons, du Sud moderne, l'Afrique du Sud actuelle, après la période de l'apartheid. Alors, cette Afrique du Sud, les gens qui l'ont, elle a duré jusqu'en 90, à la libération de Mandela, qui est devenu le président de l'Afrique du Sud, et en 91, effectivement en 91, le régime de l'apartheid a disparu par l'accord entre le Premier ministre de Klerk, qui veut dire le clerc, en fait, de Klerk, et justement le Mandela. Mandela, et c'est la fin de l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, là, telle qu'elle était, laisse un héritage considérable aux nouveaux venus. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, ils n'ont pas trouvé un pays dévasté, il était dévasté moralement par l'apartheid, mais économiquement, il était extrêmement prospère. Et je vais essayer d'en faire très brièvement le schéma. D'abord, les richesses du sous-sol. Il avait des diamants, deuxième producteur de diamants au monde, de l'or, quatrième producteur d'or au monde, de la houille en quantité, de la houille qui était essentiellement dans cette zone-là, à cheval sur le KwaZulu, pays des Zoulous, et ici le Transvaal, et qui s'exportait ici par le port de Richards Bay. Et cette houille arrivée sur les quais de Dunkerque était moins chère que celle qui était extraite à quelques kilomètres dans le bassin charbonnier français. C'est vous dire que c'était très riche. En plus, ils avaient beaucoup de matières qui sont des métaux disons, rares. Les métaux rares, le titanium, le chrome, un métal précieux dont l'Afrique a 80% des réserves mondiales, le platine. Le platine et d'autres matériaux rares qui sont nécessaires pour la formation des armes de destruction massive
les armes nucléaires. Donc une richesse souterraine extraordinaire. Mais la richesse du sol était aussi considérable, alors qu'ils sont donc au sud du désert de Kalahari, alors que les États du Nord, comme le Botswana, comme même le Zimbabwe, sont des États difficiles sur le plan agricole. Ils poussent en Afrique du Sud tout ce qu'on peut vouloir, en particulier ici, dans la province du Cap et ici au Transvaal, pousse le maïs, essentiellement le maïs, et donc une agriculture riche avec des vignes ici dans la province du Cap, du maïs ici et sur la côte du Transvaal ici, des cannes à sucre. Donc une agriculture florissante et également un élevage florissant, élevage bovin dans la région du Oranje Free State ici et dans la région du Cap. Donc de grandes ressources minières et agricoles. Et aussi ils ont trouvé, les nouveaux arrivants pour la nouvelle Afrique du Sud, ont trouvé des structures existantes, structures ferroviaires d'abord. Il y a un magnifique chemin de fer qui allait et qui va toujours ici de Johannesburg au Cap. On l'appelle le Blue Train, le train bleu, et il est superbe. Ici, une route goudronnée, ici, le long des côtes de l'océan Indien, qui s'appelle la Garden Road, la route des jardins, qui est aussi une merveille. Il y a un réseau. On disait à l'époque, ce n'est plus vrai maintenant, mais on disait à l'époque que le réseau routier en Afrique du Sud équivalait en kilomètres au réseau routier de tout le reste de l'Afrique. C'est vous dire qu'il était très développé. Infrastructure également ferroviaire. Il y avait des trains qui marchaient dans toutes les directions, en particulier entre les grandes villes, entre Durban et Johannesburg, entre Johannesburg et le Cap, entre Johannesburg et Elisabethville, etc. Et des structures aéronautiques également, l'Afrique du Sud ayant des aéroports à peu près, avec le voyage par petit avion était très courant pour des villes moyennes, car le pays est quand même fort grand. En avant-dernier lieu, il y avait ce qu'on pourrait appeler, je ne trouve pas le mot français, l'engineering, si vous voulez, c'est-à-dire des gens capables de gérer les industries, des gens qui étaient des entrepreneurs et qui étaient blancs, mais qui ont été remplacés par des noirs et remplacés, je ne dis pas avantageusement, mais à niveau égal. Et ça, c'est une des grandes réussites du nouveau système sud-africain. Et enfin, le dernier point fort pour les gens qui arrivaient au pouvoir, c'est-à-dire Mandela, et puis ensuite Mbeki, eh bien, c'était le fait d'avoir un pays touristique extraordinaire qui n'était pas totalement développé et qui consistait en particulier à des réserves d'animaux sauvages qui sont les plus belles de toute l'Afrique. Par exemple, il y en a 3 qu'il faut retenir. Ici, la réserve de Kalahari Gamesbok, qui est une très belle réserve, mais déjà avec des girafes et déjà des plantes d'animaux du Sahel. Là, au Zululand, au KwaZulu, comme on dit, il y avait la réserve de Chouchloué, c'est-à-dire la réserve des rhinocéros blancs, et ici surtout une immense réserve qui longeait toute la côte avec le Mozambique et qui avait à elle seule la distance, la
superficie de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg réunis. Vous voyez, c'est une immense réserve où ma femme a été d'ailleurs poursuivie par un éléphant. Il sort un rouleau et il l'étale devant moi, comme ça, à cette vitesse-là. Et il le referme. Il dit, vous voyez que nous leur donnons des choses. Bon, et je le vois le lendemain et il me reparle de cette avancée sur des bantoustans. Mais je lui dis, vous n'avez pratiquement pas avancé. Vous avez ajouté au bantoustan un tel morceau au nord. À l'ouest, vous avez ajouté un petit morceau, mais qui ne va pas jusqu'à la mer, etc. Il me dit, mais comment? Vous savez notre plan? Mais comment? Qui vous l'a donné? Ça ne peut être qu'une seule personne. Nous sommes deux à connaître ce plan. Moi-même, même le président, je ne l'ai pas encore montré au président, moi-même et mon chef de cabinet. C'est donc le chef de cabinet qui vous a donné. J'ai dit non, vous me l'avez déplié devant moi, et c'est une carte, j'aime les cartes, il ne m'a jamais cru, et il a cassé la carrière de ce malheureux qui n'y pouvait rien, et parce qu'il était sûr d'avoir été trahi sur les bantoustans. Donc, disons que ces bantoustans, le bien, c'est que la démocratie s'est étendue à l'ensemble de l'Afrique du Sud, mais avec des morceaux de territoire qui sont devenus des provinces, et 9 provinces, c'est-à-dire que la conformité que vous voyez là était complètement défoncée. La province du Cap a été divisée en 3 parties, ici North-West Cape, ici Western Cape, ici c'est Southern Cape, ici seul le Orange Free State est resté intact dans ses frontières, mais on l'appelle simplement, le mot orange a disparu, c'est le Free State, et ici 2 autres bantoustans, le Limpopo ici, etc. Donc vous avez 9 provinces aujourd'hui, 9 provinces qui ont leur président, leur premier ministre, pas leur président, leur premier ministre provincial et leur assemblée provinciale. Donc vous avez une démocratie dans les 9
partie de l'Afrique du Sud. C'est quand même un grand bond en avant, si vous voulez. Et c'est un grand avantage. Et puis, en troisième lieu, vous avez aussi certaines avancées économiques et sociales qui sont indiscutables. Par exemple, la diminution de l'analphabétisme dans la population noire, l'arrivée de l'eau et de l'électricité dans les villes, y compris dans les homelands, dans les banlieues qui étaient autrefois réservées aux Noirs, etc. Quelques avancées, mais vous allez voir, pas suffisantes. Ça, c'est sur le plan interne, donc la satisfaction sur le plan interne. Sur le plan international, eh bien évidemment, l'Afrique du Sud a recollé, en quelque sorte, elle s'est refixée sur le continent noir. Elle était séparée, coupée, elle s'est remise en place et a repris sa vraie place dans le continent noir. Elle est redevenue membre du Commonwealth britannique, qu'elle avait cessé d'être au moment de l'apartheid. Elle est devenue membre de l'UA, l'Union africaine, l'ancienne UEA, l'Union des États africains, de l'UA, et elle est même venue être le 5e de la réunion des pays émergents, où elle était élue comme 5e émergent à la conférence en Chine de l'île de Hainan. Et dans ces conditions, elle a maintenant un statut international indiscutable, et c'est quelque chose qui est important, évidemment, pour elle. Voyons maintenant les points noirs d'Afrique du Sud, les points noirs au plan, disons, interne. C'est d'abord l'insatisfaction des gens. Malgré les progrès, on a l'impression que les masses d'Afrique du Sud, les masses noires, au fur et à mesure que ce n'est pas un phénomène isolé, ça se retrouve souvent, au fur et à mesure que leur niveau de vie gagne du terrain, le mécontentement s'accroît, parce que la conscience de ce qu'elle pourrait faire encore, de ce qu'il pourrait être encore, grandit. Donc l'insatisfaction aujourd'hui a gagné les masses noires, et en particulier les travailleurs zoulous qui se rendent sur les mines de l'ancien Transvaal, dans la région de Johannesburg-Pretoria, font des protestations, des grèves et des choses qu'on ne voyait pas évidemment à l'époque de l'apartheid. D'autre part, autre point noir intérieur, l'insécurité a grandi. Aujourd'hui, dans la ville de Johannesburg, où la population blanche, afrikaner ou anglophone est très nombreuse, les propriétaires de maisons de propriété louent des vigiles pour les protéger, et la nuit se barricadent souvent avec des grillages, n'est-ce pas, pour empêcher les agressions. Donc, insécurité qui monte. Et enfin, autre point noir interne, le traitement du sida. Monsieur Mbeki, qui est devenu Premier ministre après Mandela, qui n'a fait que quelques années, Mbeki avait des propos aberrants sur le sida, disant que le sida n'était pas une maladie, mais qu'il était simplement un signe de sous-développement. Donc il niait l'existence de la maladie, du sida. Et bien qu'aujourd'hui, il n'est pas responsable du sida, mais il est responsable du non-traitement efficace du sida. Il y a 5 millions de sidéens en Afrique du Sud. 5 millions. C'est un des pays les plus infectés au monde par le sida. Là, c'est quand même un gros point noir. Sur le plan international, c'est moins visible, le point noir, mais il existe quand même.
les présidents sud-africains avaient eu l'espérance folle de devenir membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité, avec les 5 victorieuses puissances de la Deuxième Guerre mondiale. Ils pensaient que le Conseil de sécurité allait s'élargir et qu'ils étaient bien placés pour remplacer l'Afrique comme représentant vraiment du Conseil de sécurité, alors qu'ils sont passés au 2e rang économique après le Nigeria, récemment, il y a quelques mois. Et là, ils n'ont pas obtenu, pas plus l'Allemagne, pas plus que d'autres, pas plus que le Japon, le Conseil de sécurité, des membres permanents du Conseil de sécurité restent les 5 membres permanents. Donc échec. Échec aussi sur l'extérieur. L'Afrique du Sud a envoyé des troupes un petit peu partout, sous le couvert de l'ONU justement, des casques bleus sud-africains, dans les différents endroits, disons, belliqueux de l'Afrique, aussi bien en Éthiopie, dans la région des Grands Lacs également, un peu partout où il y avait des difficultés, des batailles. Et ça et en particulier surtout en République d'Afrique, qu'on appelle maintenant la RDA, qui était l'ancien Zaïre, l'ancien Congo belge. Là, il y a des grandes difficultés. Et là, il y a des troupes sud-africaines sous mandat de l'ONU qui, mon Dieu, ne font pas grand-chose et sont plutôt découragés. De même, échec sur le Zimbabwe. L'Afrique du Sud s'imaginait ramener la paix au Zimbabwe en soutenant les Ndébélé, qui est une ethnie très proche des Zoulous, contre l'oppression des Showa. Et là encore, ils n'ont réussi à rien sur ce plan-là. Et j'insistais surtout sur la RDC, pardon, la République démocratique du Congo, sur la RDC, où là, ça a été une véritable déroute au nord du Katanga, où ils n'ont pas réussi et où ils sont en train de rapatrier plus ou moins les troupes qu'ils avaient installées à l'extérieur. Donc on a l'impression que les Sud-Africains les nouveaux tenants du régime, ont surestimé leur capacité d'action à l'extérieur de l'Afrique du Sud, ça c'est certain. J'en arrive à ma conclusion. Eh bien, pour conclure ceci, il y a un homme qui connaissait particulièrement bien l'Afrique du Sud, qui s'appelait Pierre Maillère, et qui a fait une réflexion qui m'avait surpris à l'époque et qui, au fond, s'avère assez juste. Il a dit, il finissait ses discours par « Nous sommes tous des Sud-Africains blonds ». Alors, c'était un peu bizarre, un peu choqué même. Et il dit « Les Sud-Africains blancs sont aujourd'hui en Afrique du Sud le 10e de la population. Et dans le monde, les hommes blancs, hommes et femmes blancs d'Europe jusqu'à la fin de la Sibérie et d'Amérique du Nord sont le 10e de la population mondiale. Or, selon ce qui arrivera en Afrique du Sud, on peut peut-être prévoir ce qui arrivera dans le monde. Car si la coexistence marche en Afrique du Sud, comme elle a l'air d'ailleurs de marcher, plus ou moins bien, mais elle marche, comme elle ne marche pas du tout au Zimbabwe, elle marche bien en Afrique du Sud, tous les espoirs sont permis pour le monde de demain. Si en revanche elle aboutit à l'extermination des uns par les autres, ou du moins par des batailles, on peut être très dubitatif et très inquiet sur l'avenir de l'humanité. Je ne vais pas jusque-là, mais pour vous dire en conclusion 2 échecs
mais cette fois c'est des échecs personnels que je vais vous confier. Après mon départ d'Afrique du Sud, je suis parti parce que les gouvernements sud-africains demandaient mon départ. Parce que j'avais fait, dans la résidence de France, j'avais proposé aux squatteurs de Nyanga, qui étaient des squatteurs qui travaillaient, des travailleurs Xhosa, qui travaillaient à Cape Town, dans la ville du Cap, mais qui venaient loger dans des bidonvilles absolument affreux, et c'était l'hiver austral qui commençait, et les enfants étaient malades, mouraient de maladies, etc. C'était insupportable tolérer cela. Et comme ils ne voulaient rien faire pour améliorer la situation de ces squatteurs, j'avais fait une sorte de réunion des ambassadeurs qui avaient tous donné leur aval, sauf un qui avait donné son aval, je ne dirais pas lequel, et qui était parti après pour ne pas avoir la responsabilité de la chose et pour essayer de faire quelque chose pour ces squatteurs de Nyanga. Et j'avais même offert le parc de la résidence, qui c'était effectivement de la résistance, qui ne servait pas à grand chose pour avoir pour mettre des réfugiés et essayer de les sortir de là. Mais donc ça n'a pas plu au gouvernement sud-africain qui m'a demandé très élégamment d'ailleurs, avec beaucoup de fleurs, de quitter les lieux. Et avant de partir, voulais avoir deux choses que je n'ai pas réussi à faire, c'est ces deux échecs. C'est d'abord de ne pas avoir convaincu les Sud-Africains du régime de l'apartheid qu'il fallait qu'ils aillent ou dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit donner des espaces considérables aux ethnies africaines et en faire une fédération où ils auraient rétabli le one man, one vote, puisqu'ils étaient majoritaires dans la province du Cap avec les Métis. Métis, eux, étaient majoritaires. Ils auraient pu faire des élections libres dans la province du Cap et dans toutes les autres en donnant aux ethnies noires des territoires et non pas des petits morceaux de territoire. J'ai échoué, ils ne l'ont pas fait. Ils ont donné des parlements aux minorités indiennes et chinoises qui n'en demandaient pas, et également aux Cape Colored qui n'en voulaient pas non plus, mais ils ont oublié d'en donner leur problème principal aux Noirs. Ça, c'est donc un échec auprès d'eux. Un échec aussi auprès de mon gouvernement, car j'avais demandé qu'on accueille massivement des étudiants zoulous. Pourquoi zoulous? Parce que moi, j'aimais bien les zoulous, c'est comme ça. Il fallait bien commencer par quelque chose. Et pourquoi pas par les zoulous? Parce que les zoulous, le mot zoulou est un mot que les Français connaissent à cause du prince impérial. Et si on avait donné des bourses massivement aux zoulous, puis ensuite aux Xhosa, aux Tswana, tout ce que vous voulez, mais en commençant par les zoulous, qui étaient tout à fait disposés, car le chef Buthelezi le souhaitait également, on aurait eu aujourd'hui des dirigeants qui auraient parlé le français et qui auraient connu la France. C'est-à-dire nous qui prétendons avoir une politique africaine, on a manqué cette occasion idéale de l'avoir, c'est-à-dire en permettant à des étudiants noirs, en particulier des Zoulous, de venir à Paris ou dans les grandes villes étudier non seulement le français, mais l'ensemble des disciplines. Ça aurait changé les choses, parce que l'Afrique du Sud est amenée à être le premier, le deuxième ou le troisième pays par importance du continent noir. Et si nous avions eu, alors que les étudiants qui étaient étudiants à ce moment-là sont aujourd'hui les dirigeants, mais ils ont étudié ou à l'université Lumumba de Moscou, ou dans les universités ségrégationnistes internes de l'Afrique du Sud. De toute façon, ils ont échappé à notre influence, peut-être le mieux pour eux, mais enfin c'est comme ça. Et pour enfin, j'ai donc, avant de partir,
était voir mon ami Boutelesi, le chef de l'Inkatha, c'est-à-dire des Zoulous. Et après une histoire que j'ai racontée la dernière fois, mais je pense que notre secrétaire général s'en souvient, je ne vais pas vous la raconter à nouveau, nous étions allés sur les ruines du palais de Shaka, de l'empereur Shaka. Et il n'y avait plus que c'était un coteau, une colline, où il y avait juste des planchers en pierre. Et c'était arrondi, et c'était là que les cases, que la capitale Zoulou se trouvait. Et il me racontait Shaka, en anglais d'ailleurs. Et à un moment donné, dans la nuit, alors que la nuit tombait, on a entendu un chant merveilleux. Un chant d'une femme qui était seulement au bord, sur un petit monticule, en dehors du monticule de Shaka, et qui avait disons, une voix extraordinaire, c'est-à-dire à la fois désespérée et joyeuse. Vous direz c'est contradictoire, mais pas forcément. Cette voix dans la nuit qui commençait était quelque chose d'assez merveilleux. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'étais chargé par le Cercle Richelieu-Senghor de donner les prix à 2 chanteurs maliens, un homme et une femme, qui s'appellent Mariam et Amadou, et qui sont, paraît-il, très connus. Moi, je ne les connaissais pas, mais ils sont très connus. Et je leur ai raconté que cette femme que j'avais entendue sur les ruines de l'empereur Shaka, les ruines des Zoulous, était de la même fibre qu'eux-mêmes, c'était les Bantous du Sud, au lieu des Bantous du Nord. Et ce chant, ils nous ont chanté au cours du dîner des chants où j'avais à nouveau entendu ce chant extraordinaire de cette femme Zoulou. Et ce chant, dans les oreilles, je l'ai encore quand je vous parle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur de France. Une fois de plus, vous avez charmé par à la fois cette remontée dans le temps, et c'est toujours passionnant de vous écouter. On a besoin d'histoire, et bien sûr, la carte est essentielle, et on ne manque jamais. On a toujours droit à nos cartes. Donc, merci encore. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Et puis d'ailleurs, je rajoute, nous aurons droit, j'espère, à la suite de vos anecdotes l'année prochaine. C'est prévu en tout cas dans mon planning, donc nous en reparlerons. Mais avant cela, quelques questions sur l'Afrique du Sud, naturellement. Dans un pays à composition aussi hétérogène, y a-t-il une langue nationale? Comment communiquent-ils entre eux? Actuellement, il y a 2 niveaux de langue. Dans les 9 parties linguistiques, la langue usuelle et la langue générale. La langue usuelle, c'est la langue des gens qui l'habitent, le Zoulou, le Xhosa, etc., qui sont les 3 langues Nguni, sont les langues usuelles, ou la langue le Tswana usuelle. Et la langue de communication est l'anglais. Mais la langue parlée dans les villes reste pour les Afrikaners l'Afrikaans. Mais elle n'a pas de statut spécial. C'est l'anglais qui a pratiquement tout recouvert. J'aurais une autre question. Vous n'avez pas évoqué cette question. C'est la religion en Afrique du Sud. Ah oui, je n'en ai pas parlé. Effectivement. Bien, la religion, à l'origine, elle est pour les Kafres, elle est animiste. Elle est animiste, c'est-à-dire ce sont, comme dans beaucoup de pays, des multiples divinités. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelait Kafres, car le mot français Kafre vient de kafir, kafir qui veut dire infidèle en arabe. Kafir, le kafir c'est l'infidèle, celui qui n'est pas islamisé. Donc kafre
c'est ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas adopté l'islam. En revanche, sur la côte de l'océan Indien, il y avait des musulmans. Il y a beaucoup de religions en Afrique du Sud. Pour les blancs, il y avait, mais je reste quand même sur les cafres, les fameux cafres, ils étaient christianisés en partie par des prêtres ou des pasteurs, et surtout des pasteurs d'ailleurs, et disons que la plupart avaient adopté le christianisme, mais le christianisme luthérien, et le christianisme, disons, le protestantisme, avec différents, par exemple, et certains le catholicisme aussi. Il y a l'exemple de Monseigneur Toutou, qui était cardinal. Mais en fait, je dirais que pour les Blancs, à l'origine, c'est le protestantisme qui était de loin le plus dominant. Le protestantisme tel qu'il était pratiqué en Hollande, c'est-à-dire le luthéranisme. Mais plus tard, la venue des Uitlanders a fait venir beaucoup d'Irlandais qui eux étaient catholiques. Et les Français, eux, qui sont venus en Afrique du Sud, étaient déjà protestants, car c'est pour ça qu'ils sont allés en Afrique du Sud, c'est pour des raisons religieuses. Donc, mais en revanche, l'islam n'a pas pratiquement beaucoup d'adeptes en Afrique du Sud, mais l'islam vient par le nord et il vient aussi par l'océan Indien. C'est ainsi que tout le nord du Mozambique, par exemple, est musulman, mais que le sud du Mozambique, la région plutôt ici, dans cette zone, ça c'est le Swaziland, la région de Maputo jusqu'ici, c'est le christianisme qui l'emporte. Donc, mais tout ça est difficile à dénombrer parce qu'il n'y a pas de carte religieuse de l'Afrique du Sud. J'en ai cherché, il y a une carte de l'Afrique du Sud qui est la plus instructive, qui est celle qu'ont faite les soviétiques, curieusement. Encore une fois, c'est l'Atlas Narodov Mira, c'est l'Atlas des peuples. C'est-à-dire, alors là, toutes les ethnies sont des couleurs différentes et les soviétiques connaissaient, grâce à cet atlas, l'Afrique plus que les colonisateurs eux-mêmes, qui n'avaient jamais essayé de faire ça. Je me demande par quelle voie ils avaient réussi à trouver dans les moindres petits fragments de langue en Afrique, en particulier en Afrique occidentale. Ils ont fait une grande carte de l'Afrique occidentale que les Français n'avaient jamais fait, ni jamais vu, alors qu'ils occupaient le terrain. Mais pour l'Afrique du Sud, il n'y a pas, à ma connaissance, de carte religieuse. Si vous en trouvez une un jour, signalez-la moi, je boucherai ce trou. Quel est encore l'homme politique africain qui s'était servi du Notre Père dans des discussions que vous avez eues avec lui? Est-ce que c'est pas Botha? Notre Père. Qui avait récité la prière de Notre Père lors d'une discussion que vous avez eue avec lui. Ah ben c'était P.W. Botha. C'était P.W. Botha, c'était le même qui, en m'accueillant, parce que quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il fallait aller voir le président, bien sûr, mais aussi le Premier ministre. Et le Premier ministre qui avait tous les pouvoirs. Et avant que je sois assis, il m'a dit connaissez-vous Jéricho? Avez-vous lu la Bible d'abord? J'ai dit oui, comme tout le monde, en fait. J'étais un peu hésitant. Et avez-vous entendu parler de Jéricho? Alors là, oui, ça me disait quelque chose, parce que les trompettes qui avaient tourné autour de Jéricho et le mur qui s'était effondré,
Je lui ai dit ça l'a rassuré un peu sur ma culture religieuse. Et il m'a dit, si vous savez ce qui est arrivé, on l'appelle Jéricho parce que les Hébreux l'ont appelé Jéricho, au nom de Dieu. Avant, cette ville avait un nom, mais personne ne la connaissait. C'est Dieu qui lui avait donné son nom. Eh bien, nous avons donné le nom à l'Afrique du Sud, aux différents éléments de l'Afrique où nous vivons. Nous leur avons donné un nom au nom de Dieu. C'est ainsi que le Drakensberg, la montagne du dragon, Ranier-Rifir, la rivière Orange, etc. Nous l'avons, et alors il a ajouté, si nous partions de ce pays, si nous étions chassés de ce pays, non seulement nous trahirions notre peuple, mais nous trahirions Dieu. Et me regardant cette fois en face, il m'a dit, peut-on trahir Dieu? J'ai répondu non, en principe. Monsieur l'ambassadeur, à qui appartiennent les terres agricoles en Afrique du Sud? Ah bien, elles ont souvent changé de main. Les terres agricoles appartenaient, il y avait des différents régimes dans les zones dites non blanches. Elles étaient le fait de la communauté très souvent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriété individuelle des terrains. C'était la tribu qui gérait les terrains ensemble. Dans les zones occupées par les Blancs, c'est le système qui est normal, c'est-à-dire il y avait achat, réachat, coupé avec des plans, etc. J'en ai vu d'ailleurs de ces plans agricoles. Mais c'était pas du tout un système généralisé. Et c'est pour ça que les installations industrielles se créaient un petit peu n'importe où, sans qu'il y ait de régime pour les plantations, les zones d'élevage, car c'était surtout des zones qui étaient propriété nulle. Les zones d'élevage montagneux, par exemple, n'étaient détenues que par l'État sud-africain, dans toutes ses formes. Par exemple, ici, dans cette zone du Cap, dans la zone des vignes, c'était des dames qui connaissaient toute l'affaire des vignes, qui étaient propriétaires des vignobles. Il n'y avait que des dames. Alors là, je me suis demandé pourquoi finalement il n'y avait que des dames comme propriétaires. Pourquoi? Et on m'a répondu, c'est parce que les maris sont morts. C'est évidemment une raison assez logique. Et ces dames avaient été, encore une petite histoire, une anecdote, elles avaient été conquises par, enfin si je puis dire, oralement, donc par le comte de Billy. Le comte de Billy était un membre de l'ordre de Malte, assez célèbre en son temps, qui avait pas très loin de 100 ans, et qui avait accompagné, j'exagère un peu, mais qui avait accompagné le prince impérial, le prince Napoléon et la princesse Napoléon, qui étaient venus à l'endroit que je vous indiquais tout à l'heure, c'est l'endroit où l'impératrice française était restée une nuit en prière. Et le corps du dauphin avait été rapatrié d'ailleurs en Angleterre, où il repose encore aujourd'hui auprès de Napoléon III et de sa femme. Il avait suivi le prince et la princesse Napoléon dans leur grand voyage à Sainte-Hélène. Et il s'était arrêté donc à l'endroit où le prince Napoléon, ce prince-là était mort, le fils de Napoléon III, percé par les Zoulous. Et ils étaient ensuite allés dans les vignobles du Cap. Et le comte de Billy avait séduit toutes ces dames, car quand, après qu'ils fussent partis vers l'île de Sainte-Hélène, j'ai reçu des quantités de coups de téléphone me demandant son adresse à Paris, rue de l'Université. Je leur ai donné, mon Dieu, à tout bien, tout honneur. Oui, s'il vous plaît,
Moi, je voulais simplement savoir ce que vous pensez de cette forme de ségrégation que j'ai vue quand je suis lors de mon séjour en Afrique du Sud au niveau des églises. De passage à Stellenbosch, qui est la magnifique bourgade au milieu des vignes que vous connaissez. J'entre, c'était un dimanche, c'était la messe avec les gens endimanchés comme du temps de ma première communion, c'était mignon comme tout. Je vois une église, j'entends des chants, j'ouvre la porte, je me fais jeter haineusement. Madame, enfin en anglais bien sûr, vous êtes là, vous n'êtes pas à votre place, ici ce sont les colored people. Alors est-ce que ça subsiste? Est-ce que ou maintenant, est-ce que les églises sont ouvertes à tout le monde? Oh, écoutez, je ne sais pas, moi je n'ai pas été témoin de ce genre de choses. J'ai vu, oui, ben j'admets tout à fait votre expérience. Non, en principe, les églises étaient ouvertes. Je le sais parce que justement à l'occasion du prince impérial, j'ai eu l'occasion de faire l'éloge en chair, l'éloge du prince impérial, et il y avait un petit parti de Zoulous dans l'église, qui était au fond de l'église et qui ont chanté juste après la messe, des chants Zoulous à l'intérieur de l'église. Et curieusement, à mon grand étonnement, tous les chefs de confessions différentes, luthériennes, calvinistes, etc., les églises américaines également qui ont étaient dans le cœur et pris place dans le cœur de l'église, de la cathédrale de Pretoria, et ils ont chanté la Marseillaise. Ils l'avaient appris, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Ils ont chanté la Marseillaise alors qu'il n'y avait qu'un sang impur à Breuve-Sillon. C'est pas très ecclésiastique. Monsieur l'ambassadeur, depuis la fin de l'apartheid, il y a pas mal d'investissements, notamment dans les vignobles. Il y a beaucoup de maisons de bordeuses qui sont allées s'installer en Afrique du Sud, dans la région du Cap. Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est lorsque vous y étiez, quels étaient les principaux investissements et quels étaient les principaux investissements français en Afrique du Sud. Oui, il y en avait beaucoup, je ne pourrais pas vous les énumérer, bien sûr, mais il y avait toutes les grandes boîtes françaises étaient installées pratiquement en Afrique du Sud. Pratiquement toutes, surtout l'agroalimentaire, le textile également, c'était bien implanté en Afrique du Sud. Je recevais beaucoup de visites d'investisseurs français qui demandaient si la situation était sûre, était stable, s'ils pouvaient investir ou non. Je leur répondais honnêtement qu'elle n'était pas stable, qu'elle pouvait à tout moment changer. D'ailleurs, elle a changé très peu de temps, quelques années seulement après mon départ d'Afrique du Sud. Je ne leur laissais pas tellement d'illusions, mais l'homme le plus riche de France est venu, n'est-ce pas? Oui, et il m'a demandé si... mais pour tout aussi, pour la construction aéronautique par exemple, pour les constructions de barrages également, pour la France était finalement assez active et il y avait beaucoup de travail pour une ambassade qui était relativement petite et qui aurait mérité d'avoir plus de personnel. Car les affaires pouvaient être faites, elles le sont toujours maintenant, malgré les points noirs que je vous ai indiqués. L'Afrique du Sud est quand même encore la deuxième puissance économique d'Afrique après le Nigeria. Le Nigeria vient de la dépasser. Elle était la première puissance d'Afrique économiquement, de loin. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont devenus les Khoisan ou Hottentots ou ces populations qui étaient là avant les Boutons? Effectivement, il y avait deux populations principales avant l'arrivée des Blancs dans la région du Cap. Il y avait les Hottentots et les Bushmen.
qu'on appelait Bochimans également, francisés en Bochimans. Ces deux populations étaient complètement différentes. Les Hottentots se considéraient comme des gens relativement civilisés, c'est-à-dire qu'ils avaient des structures familiales et des structures tribales. En revanche, les Bushmen, les gens du bush, étaient des gens qui physiquement étaient différents d'eux, des petits, des gens souvent assez petits, pas comme les pygmées africains, mais petits, très résistants à la fatigue, à la soif, à tout ce que vous voudrez, et très intéressants par leur connaissance du pays. Et eux vivaient dans la brousse, ils ne se mêlaient pas aux Blancs, alors que les Bushmen se sont mêlés à la population blanche, puisqu'ils ont formé finalement les Cape Colony. Bushmen, pas du tout. Les Bushmen étaient des pisteurs pour les chasseurs. Et moi-même, j'ai assisté, je n'aime pas du tout tuer les animaux, mais j'ai assisté à des chasses au Botswana et au Bophuthatswana étant à l'intérieur de l'Afrique du Sud, où on avait des pisteurs Bushmen. Et ils voyaient un jour un grand élan a été, disons, touché par une balle, et il saignait par terre. Et il s'est enfui. Et alors, les chasseurs que j'accompagnais ont suivi les traces de ce que nous indiquait le Bushman. Et il disait « ayak, 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 ayak ». Il voyait des traces de sang sur les feuilles que nous, il nous aurait été évidemment impossible de distinguer. Moyennant quoi, la nuit est tombée, et on a abandonné la poursuite, et on l'a reprise le jour suivant, et on a été indiqué simplement par des oiseaux de proie qui tournaient autour, mais assez loin. Vous voyez donc, Bushmen et Bushmen et Hottentots sont des populations très différentes, et parce que les Hottentots finalement, mais ce sont les premiers habitants de l'Afrique du Sud, ce ne sont pas des Bantous. D'où sont-ils venus? Mystère. C'est une population très, très particulière. On les voit dans les rues du Cap, on voit très distinctement un type physique Hottentot. Mais ils se sont vraiment mélangés sous le nom justement de Cape Colony, les colorés du Cap. Il y en a beaucoup encore? 4 millions. Monsieur l'ambassadeur de France, merci. Merci pour aujourd'hui.